plongeon, c'est vraiment quelque chose que je connais pas. Je prends des risques. Donc oui, j'ai peur. Le moindre mouvement, mais même un mouvement de tête, tu te gonfles. Chaud. Splash, le grand plongeon. Ce soir à 20h50, en direct sur TF. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20e numéro des infos dont on parle peu. Voilà, vous avez vu la nouvelle émission de TF1, Splash. Alors j'espère que je vais pas me faire éclabousser par tant de médiocrité. En tout cas, ça m'a bien fait rigoler Splash. Je sais pas si je vais pas mettre ma télévision en vente à 1 € sur le bon coin. Vous pouvez venir la récupérer sans aucun problème. Bon, on va reprendre un peu notre sérieux. Enfin, vous savez que cette émission a été vue par 6 millions de personnes quand même, hein, la première. 6 millions de personnes qui ont regardé ça. Bon, on reprend notre sérieux. On va parler des infos internationales. On va parler de la France. Donc, attachez vos ceintures, splash, et on y va. On attaque les infos internationales avec tout d'abord cette information en Arabie Saoudite. Ça date d'il y a une semaine environ et j'avais oublié de la donner. Donc en Arabie Saoudite, un célèbre prédicateur fait scandale. L'homme a été reconnu coupable du viol et du meurtre d'une fillette de 5 ans, un crime passible de la peine de mort. Sauf que la petite Lama était sa propre fille. Et selon la loi saoudienne, un homme ne peut pas être condamné à la peine capitale pour le meurtre de son enfant ou de son épouse. Il a donc été condamné à une peine légère de prison et à payer le prix du sang. Voilà, donc on attend la réaction de BHL sur le sujet. On continue et on va parler un petit peu de la Syrie. La principale composante de la rébellion syrienne a menacé de bombarder le mouvement Hezbollah au Liban, accusé de tirer sur les localités rebelles en Syrie. Cette menace a été proférée dans une déclaration à l'AFP par le général Selim Idriss, chef d'état-major de l'armée syrienne libre, qui a maintes fois accusé dans le passé le mouvement armé chiite libanais Hezbollah de combattre aux côtés du régime de Bachar el-Assad, son allié indéfectible. La Syrie encore, cette fois-ci avec 2 avions d'aide humanitaire qui décolleront pour la Syrie de Russie. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe des situations d'urgence. Je cite, « En conformité avec la demande du président et du gouvernement russe, il est prévu d'acheminer en Syrie de l'aide humanitaire destinée à la population victime du conflit militaire. » Bon, on applaudit la Russie pour ce geste. On continue avec ce face-à-face entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis le 3e essai nucléaire de la Corée du Nord. Alors, dernier événement en date, c'est la Corée du Nord qui menace la Corée du Sud, je cite, de destruction finale. L'Iran maintenant, avec la mort du général Hassan Chatteri, 58 ans, un officier supérieur des gardes révolutionnaires iraniens, une unité d'élite paramilitaire du régime qui a été attribuée par Téhéran à, je cite, des agents et partisans du régime sioniste, c'est-à-dire Israël. Ce général se déplaçait de la Syrie vers le Liban quand il a été tué, et l'Iran a promis de se venger. On continue cette fois-ci en parlant d'Israël, puisque Netanyahou nous a fait son show cette semaine. Tout d'abord en déclarant qu'un État palestinien devrait être complètement démilitarisé et que cet État devrait reconnaître l'État d'Israël comme mère patrie. Et ensuite en déclarant que l'essai nucléaire nord-coréen devrait inciter le monde à continuer sa pression sur l'Iran. Toujours Israël et un trafic d'ovules entre la Roumanie et Israël qui a été démantelé. 11 personnes ont été arrêtées, des docteurs israéliens, des gérants de cliniques roumains. Selon la police, des filles roumaines, la plupart étudiantes, étaient payées entre 600 et 800 € pour leurs ovules. On continue avec la Chine et le pétrole, puisque le besoin de pétrole de la part de la Chine augmente. En moyenne, pour l'année 2012, la Chine s'est procuré 9,6 millions de barils jour, ce qui représente une augmentation de 360 000 barils par rapport aux chiffres de 2011. Mais l'augmentation s'accélère encore, puisque la Chine, en décembre 2012, s'est procuré 10,6 millions de barils jour. Et en 2013, selon les analystes, la demande de la Chine va augmenter encore de 480 000 barils par rapport à 2012, ce qui est absolument énorme. On continue et on va parler de l'Angleterre maintenant et de Londres, qui est la capitale mondiale de la vidéosurveillance. Plus de 400 000 caméras sont dévolues à cet effet dans la capitale anglaise, et près de 2 millions dans l'ensemble du Royaume-Uni, dont 100 000 dans les écoles du pays. Le gouvernement envisage de développer encore leur présence dans les cours de récréation, sous les préaux et même dans les toilettes et les vestiaires, où les élèves sont déjà filmés dans plus de 200 écoles. Un nouveau palier vient d'être franchi dans les rues de Londres avec la mise en place de nouvelles caméras HD rotatives à 360 degrés et qui permettent de zoomer sur un visage à 800 mètres de distance.
d'opérer une reconnaissance faciale sur base de mouvements déjà enregistrés, notamment via la localisation des smartphones ou des cartes à puce du métro. Et le gouvernement envisage de donner la possibilité aux policiers de surveiller en temps réel, et non plus a posteriori, la navigation Internet des individus. Nommé commissionneur du Home Office sur les questions de surveillance, Andrew Renison manifeste régulièrement son inquiétude. Je cite : « J'ai vu les analyses des tests de reconnaissance faciale automatique. Le Home Office atteint un taux de réussite de 90% et les techniques s'améliorent quotidiennement. Bienvenue à Big Brother, en tout cas Londres ils y sont déjà. » L'Islande maintenant, qui évite d'éventuelles poursuites financières de Londres et de La Haye en gagnant en justice contre Bruxelles et Londres. Le tribunal de l'Association européenne de libre-échange a totalement dédouané le pays de toute infraction aux règles sur la garantie des dépôts bancaires, comme des accusations de discrimination entre épargnants nationaux et étrangers. La Commission européenne poursuivait Reykjavik en estimant qu'il n'aurait pas dû refuser de rembourser jusqu'à 20 000 € par compte de ICIV, une banque internet implantée aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, mais détenue par la plus grande banque privée du pays, l'Abdanski. On passe à l'Amérique du Sud et on va parler de Hugo Chavez, le président du Venezuela, qui est rentré à Caracas après 2 mois passés à Cuba pour soigner son cancer. Alors il continuera de soigner au Venezuela, cependant son insuffisance respiratoire n'évolue pas favorablement selon un porte-parole du gouvernement. Politiquement, rien ne va changer pour l'instant à la tête du pays, c'est toujours Nicolás Maduro, le vice-président, qui conserve l'intérim. On continue avec l'Équateur cette fois-ci, où Rafael Correa a été élu pour la 3e fois de suite président de l'Équateur, et ce dès le premier tour. Le 17 février dernier, il a été élu avec près de 56% des suffrages, et il avait plus de 30 points d'avance sur le premier de ses poursuivants. Dès sa réélection assurée, Correa a déclaré, je cite, « qu'il soit clair que dans notre révolution citoyenne, qui commande est le citoyen, l'être humain et pas le capital. » Moi je dis vivement qu'on ait un type comme ça à la tête de la France. Un petit chapitre sur les États-Unis et le département américain qui a mis en garde Athènes contre une coopération énergétique avec Moscou, c'est ce que rapporte le site d'information capital.gr. Selon ce site, un haut responsable du département d'État a déclaré au gouvernement grec qu'une cession du consortium gazier d'EPA au groupe russe Gazprom serait indésirable car elle ferait de la Grèce l'otage du Kremlin dans le domaine énergétique. La Russie fournissant près de 90% du gaz consommé par la Grèce, Washington estime que le rachat de DEPA permettrait à Moscou de renforcer sa domination sur le marché énergétique de la région. Nul doute qu'avec la Troïka qui se trouve déjà en Grèce, ils vont trouver toutes les formes pour faire pression sur le gouvernement grec. On continue cette fois-ci avec la Fed, toujours aux États-Unis donc, qui a indiqué que la poursuite de sa politique de création monétaire destinée à soutenir la reprise économique du pays suscitait de l'inquiétude chez bon nombre de ses dirigeants. Alors on rappelle que la Fed imprime pour 85 milliards de dollars chaque mois. Alors je continue. De nombreux participants à la dernière réunion du comité politique monétaire de la Fed ont exprimé de l'inquiétude à propos des coûts et des risques potentiels découlant d'une poursuite des rachats d'actifs menés par la Banque centrale. Il serait vraiment temps qu'ils se réveillent ces gens-là. Je poursuis. Plusieurs participants ont parlé des complications possibles que des rachats d'actifs supplémentaires pourraient entraîner lorsque sera venu le temps pour la Banque centrale de retirer son soutien monétaire. Un petit nombre ont fait référence à la perspective de risque inflationniste et quelques autres ont noté que la poursuite de ces rachats pourrait encourager les marchés à adopter un comportement susceptible de saper la stabilité financière. On parle maintenant des ventes d'armes dans le monde et l'austérité budgétaire qui a fait baisser en 2011, pour la première fois depuis près de 20 ans, les ventes des 100 plus grands groupes d'armement mondiaux hors Chine, selon les chiffres publiés par le CIPRI, un institut de recherche stratégique de Stockholm. En tenant compte de l'inflation, le coût total du chiffre d'affaires dans la dépense de ces 100 groupes a reculé de 5% par rapport à l'année précédente, ce qui est une première depuis 1994 d'après cet institut. Même sans tenir compte de l'inflation, ce total a baissé à 410 milliards de dollars contre 412 en 2010. On continue avec Fukushima, et même si les médias traditionnels ne nous en parlent plus du tout, il faut bien en parler, il faut bien voir les conséquences de cette catastrophe. Alors le cancer de la thyroïde est un cancer habituellement rare, de l'ordre de 1 à 3 pour 1 million d'enfants japonais. Du coup, l'information annonçant qu'un cancer de la thyroïde a été détecté et soigné chez 3 enfants de la préfecture de Fukushima ne passe pas inaperçue, d'autant plus que 7 autres sont soupçonnés. Pas même 2 ans après la catastrophe, les terribles effets de l'iode 131 sont déjà là. Alors évidemment, les autorités irresponsables qui demandent aux gens d'aller vivre en territoire contaminé
n'ont pas manqué d'essayer d'amoindrir la nouvelle en envoyant au charbon le professeur Kazu Sakai de l'Institut national des sciences radiologiques, pour expliquer qu'il était encore trop tôt pour accuser Fukushima. Un petit mot sur la Russie et le Brésil, qui ont signé une déclaration d'intention sur la coopération dans la défense antiaérienne à l'issue d'une rencontre du Premier ministre russe Medvedev avec le vice-président brésilien Temer à Brasilia. Alors que les USA étendent leur influence au plus près de la Chine et de la Russie, ces derniers signent une intention de coopération avec le Brésil, pays émergent très puissant d'Amérique du Sud. Le continent sud-américain était jusqu'il y a peu la chasse gardée des Américains. On peut dire que la Russie a réussi un joli coup diplomatique. Une information à propos du 11 septembre 2001, c'est l'association Architects and Engineers for 9/11 Truth qui aura une occasion unique de s'exprimer devant une cour de justice anglaise. En effet, le 25 février prochain, dans la ville d'Horsham, cette association tentera pendant 3 heures de mettre au défi la BBC sur la manière inexacte et partiale que cette chaîne a présenté les événements et les preuves des attentats du 11 septembre dans 2 documentaires, qui sont 9/11 Conspiracy Road Trip et The Conspiracy Files 9/11 10 Years On, en espérant que ces 3 heures seront filmées et diffusées sur Internet pour qu'on puisse voir le résultat. Prochaine info, le Parlement européen et la Commission européenne sont entendus pour autoriser cette dernière à contrôler les projets de budget des pays de la zone euro afin de s'assurer qu'ils respectent les règles européennes et à recommander des ajustements si tel ne devait pas être le cas. Alors la nouvelle loi est appelée Tupac. Alors en français on pourrait dire paquet de 2. Donc cette nouvelle loi sur la gouvernance économique complète les règles budgétaires existantes et durcie fin 2011. Alors pour en parler, je suis rejoint par Magali Pernin qui tient le blog Contre la Cour. Alors Magali Pernin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement quels sont ces 2 nouveaux règlements européens ? Alors, ces 2 nouveaux règlements européens, comme vous l'avez dit, sont appelés Tupac. Ils ont été initiés par la Commission en novembre 2011. Donc, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an qu'ils sont, on va dire, ils passent du Parlement européen au Conseil européen pour essayer de trouver un compromis. Ils ont 2 objectifs. Le premier, puisqu'il s'agit donc d'un paquet de 2 règlements européens, le premier, il a pour vocation de renforcer le contrôle des États qui sont en grave difficulté financière et qui auraient pour objectif de demander une assistance financière de la part des autres pays de l'Union européenne. Le deuxième règlement, donc, qui concerne davantage la France, puisque j'espère qu'elle n'aura jamais besoin de demander l'assistance financière de la zone euro. Donc, ce deuxième règlement européen, il a pour objectif de contrôler davantage le suivi et la manière dont on monte les projets de loi de finances, c'est-à-dire les budgets. L'une des dispositions phares de ce deuxième règlement est la transmission des projets de loi de finances à la Commission européenne. Actuellement, il y a seulement des documents dits dédiés qui sont transmis à la Commission européenne, des programmes de stabilité et des programmes de réforme qui sont transmis au printemps. Désormais, ça va aller plus loin puisque la Commission européenne, elle pourra donner son avis sur les projets de loi de finances, c'est-à-dire sur les projets qui vont véritablement impacter la manière dont on va exécuter le budget l'année suivante. Donc, vraisemblablement, à l'automne, c'est-à-dire en octobre, les États européens devront transmettre leur projet de loi de finances à la Commission. Donc, lorsque ce projet de loi de finances est transmis au Parlement français, il est également transmis à la Commission européenne. Et donc, il va y avoir une double lecture. Une lecture par le Parlement français qui l'amende éventuellement et qui le vote, et une lecture par la Commission européenne qui va éventuellement remettre des recommandations et qui, si elle n'est pas contente, si elle estime que ce budget ne présente un caractère dangereux pour la zone euro, elle va pouvoir demander des modifications. Voilà. D'accord. Quand vous dites que vous espérez que la France n'aura jamais à demander l'aide du MES, hein, c'est ça? Alors ça peut être le MES, ça peut être d'autres systèmes d'assistance financière. Je suis pas forcément très calée en tout ce qui est gestion financière, mais effectivement ce premier règlement-là, il a pour, d'après ce que j'ai compris, d'encadrer davantage ce qui se fait aujourd'hui au cas par cas. C'est-à-dire que quand par exemple on voit la Troïka aller en Grèce pour demander un certain nombre
de contrepartie à l'assistance financière. Il semble que ce règlement veut encadrer tout ce qui est rapport entre l'Union européenne et les pays qui demandent une assistance financière. D'accord. Et est-ce que le fait que la France, malheureusement, elle ne tiendra pas le déficit de 3% du PIB en 2013, est-ce que ça ne va pas être automatique? Est-ce que le mécanisme de MES ne va pas être automatique pour nous en France aussi? Non, alors il n'y a pas pour l'instant d'automaticité des mécanismes d'assistance financière à partir du moment où on ne respecte pas les règles de discipline budgétaire. Alors je rappelle ces règles parce qu'elles ont, comme vous l'avez dit, elles ont évolué à la fin de l'année 2011. La première règle, celle qui existe depuis le traité de Maastricht, c'est le respect des 3% de déficit public. Depuis la fin de l'année 2011, il y a 2 nouvelles règles qui ont été mises en place. La limitation du déficit structurel. Dans le droit européen, il est limité à 1% du PIB. Dans le pacte budgétaire, il est limité à 0,5% du PIB. Et il y a une nouvelle automaticité qui a été mise en place pour la diminution de la dette publique qui devra être diminuée d'1/20 de la dette qui dépasse 60% du PIB. Je ne sais pas si je suis claire sur ce point-là. C'est compliqué, mais on comprend. Voilà. Ces deux derniers éléments, c'est-à-dire la diminution du déficit structurel et la diminution de la dette, ne rentreront en application qu'à partir du moment où on aura atteint un déficit total, c'est-à-dire un déficit structurel, un déficit conjoncturel inférieur à 3% du PIB. Alors effectivement, la France, elle a visiblement pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Commission, puisque François Hollande s'était engagé dès l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, à atteindre 3%, un déficit inférieur à 3% du PIB. Je pense que, compte tenu de la situation économique de la zone euro, d'une part, ça ne va pas forcément lui être reproché si, en contrepartie, il montre pas de blanche, c'est-à-dire qu'il montre des engagements en matière de réforme structurelle qui satisfont la Commission. Et d'autre part, dans tous les cas, que ça convienne ou pas à la Commission européenne, le droit européen ne prévoit absolument pas une automaticité des mécanismes de soutien financier à partir du moment où on ne respecte pas les critères dits de stabilité. Ok, merci bien Magali. De rien. À très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Merci. À noter que ces lois seront votées au Parlement européen par les plus grands partis européens, notamment le Parti socialiste, en mars prochain. Alors je parlais du déficit de la France, mais on va parler aussi du déficit de l'Espagne, puisque son déficit public devrait être de 10,2% du PIB en 2012. Et le pays ne devrait pas atteindre ses objectifs de réduction budgétaire en 2013 et en 2014. C'est ce qu'a estimé la Commission européenne. Selon Bruxelles, le déficit public espagnol devrait être de 6,7% en 2013 et de 7,2% en 2014. Une grosse chute pour l'Espagne donc. On continue avec l'Europe et cette fois-ci on va parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui a donné gain de cause le 19 février dernier à un couple homosexuel autrichien qui s'estimait discriminé. Les 2 femmes voulaient obtenir le droit d'adopter l'enfant biologique de l'autre. Le ministre de la Justice, Béatrix Karl, a annoncé qu'elle allait appliquer très rapidement la décision de la Cour de Strasbourg. Ceci signifie que, pour la France notamment, cette décision de la Cour européenne fera jurisprudence, donc une fois le mariage pour tous adopté, la loi française devra se plier instantanément à cette décision de la Cour européenne. Rien n'empêchera donc les couples homosexuels d'adopter des enfants. Ça nous fait une bonne transition pour passer au chapitre France maintenant, et il y a beaucoup à dire. On commence notamment en parlant de l'Europe et de la France, puisque après avoir adopté le budget européen, la France va être condamnée par Bruxelles à payer une très lourde amende pour non-respect des normes de pollution atmosphérique. En effet, en France, on compte plus de 42 000 morts par an dues à la pollution atmosphérique, et on est le plus mauvais élève en Europe. L'information principale en France, ça reste quand même toutes ces immolations ou toutes ces tentatives d'immolation qui ont eu lieu ces derniers jours. Alors il y en a eu à Nantes, à Saint-Ouen, à Saint-Jean-de-Maurienne, etc. On a même une carte de France des immolations. Alors je sais, c'est glauque, mais malheureusement c'est la triste réalité. Et avec toutes ces immolations, on se demande où est passé notre ministre de l'Intérieur, M. Valls, qui n'a rien trouvé de mieux que d'avertir les ouvriers en colère. En colère parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils vont perdre leur poste, et donc ils vont aller aux assédiques parce qu'ils
Et donc ils vont aller aux acédiques.
et donc un jour ils n'auront plus d'acédique, et donc un jour forcément ils vont passer à l'acte. Donc bravo Monsieur Valls pour avoir mis en garde. Alors il a déclaré, je cite, il n'y a pas de place pour la violence. Et je lance évidemment un avertissement. La police est là pour faire son travail, mais on ne peut pas admettre qu'on cherche à casser l'outil de travail, à briser des mobiliers urbains, qu'on s'attaque à des édifices publics et qu'on lance des boulons sur les policiers. Notre ministre nous parle de la violence physique, qui est condamnable certes, mais il ne nous parle pas de la violence psychologique dont sont victimes les Français qui travaillent ou qui travaillaient, et des violences politiques par rapport à toutes ces décisions que les différents gouvernements ont prises durant ces 30 dernières années. On continue avec la paupérisation du peuple français, toujours. La Banque de France qui indique que ces 5 dernières années, elle a reçu plus d'1 million de dossiers de surendettement, dont plus de 900 000 ont été jugés recevables. Alors on apprend maintenant que le prix de l'électricité va augmenter de 30% d'ici 2017. Et on peut parler aussi de l'essence, dont le prix vient d'augmenter brutalement. Ceci parce que le coup de pouce de l'État et des compagnies pétrolières viennent de s'arrêter. Alors bon, les médias, eux, sont bien gardés de nous rapporter la nouvelle, bien sûr. Alors que va-t-il se passer quand le gouvernement annoncera l'augmentation de la taxe du diesel pour s'aligner sur le prix de l'essence, par exemple? Ceci fait d'ailleurs suite à une directive européenne qui date d'un an environ et qui prenait l'augmentation de la taxe sur le diesel. Alors écoutez la dernière intervention du ministre de l'écologie et du développement durable, Delphine Bateau, sur BFM le 21 février dernier. Regardez. Ça rapporterait entre 3 et 4 milliards d'euros par an si l'on alignait la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. On cherche de l'argent aujourd'hui. C'est pas un sujet de recettes fiscales. La question... Non, c'est un problème de santé publique. Il y a aujourd'hui 40 000 décès prématurés chaque année liés à la pollution de l'atmosphère. Et une des raisons de la pollution de l'atmosphère, dans les grandes villes notamment, c'est le problème du diesel. Et notamment des vieux véhicules au diesel, par exemple les véhicules d'avant 1997, d'avant 2000, qui polluent 30 fois plus qu'un véhicule récent. Donc il y a un vrai problème de santé de l'essence et du diesel. Il y aura une augmentation progressive de la fiscalité. Ce n'est pas décidé. Mais vous y êtes favorable? Moi, j'y suis favorable. Je pense que c'est incontournable et ce sera aussi quelque chose qui est attendu par le secteur des raffineries en France, puisque le paradoxe, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on importe du diesel et qu'on exporte de l'essence. Donc ce sera aussi quelque chose de positif pour la balance commerciale. Vous voulez préserver. Un des plus gros mensonges de ce début d'année 2013, à n'en pas douter. Elle a bien appris sa leçon, bravo. Mais ceux qui suivent l'actualité et qui ont vu le reportage Diesel, le scandale français par exemple, son pipeau ne tient pas plus d'1 minute, puisque c'est l'État français qui a poussé à la consommation du diesel en France, en sachant parfaitement la dangerosité de celui-ci. Les lobbies automobiles ont fait plier le gouvernement, et aujourd'hui les particules fines de diesel provoquent de nombreuses maladies. Alors maintenant c'est bien trop tard pour venir nous dire que on va faire remonter le prix, la taxe du diesel, pour cause de santé. C'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et elle dit même dans son interview que ça permettra de vendre de l'essence et d'arrêter d'importer du diesel. Donc c'est clair que c'est une question de gros sous et rien d'autre. Donc le prix du pipeau pour ce mois de février est pour Madame Delphine Bateau. Alors puisqu'on parle d'essence, regardez ce qu'on trouve sur les pompes des stations d'essence désormais. Il faut prépayer son essence avant de pouvoir faire le plein suite à de nombreux vols. Alors certains me disent que c'est comme ça depuis 10 ans chez eux, enfin à Paris apparemment. Bien écoutez, chez moi ça vient d'arriver et la crise n'y est certainement pas étrangère. La France est un pays pratiquement en faillite, mais on apprend que le gouvernement socialiste offre une protection spéciale à notre vrai ministre des Affaires étrangères, j'ai nommé BHL, après le cambriolage de son domicile. Ce sont donc 2 policiers de la compagnie de garde de l'Élysée, en garde statique 24 heures sur 24, ainsi que 2 gardes du corps du service de protection des hautes personnalités, qui veillent à sa sécurité. Alors je pose la question, combien va coûter cette protection spéciale, étant donné que c'est nous qui payons ? On parle toujours de notre beau pays et on a vu tous les politiques français débouler sur tous les médias pour venir se gargariser sur la réforme bancaire. Alors rappelons quand même que la réforme bancaire ne prévoit pas clairement une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Alors Gaël Giraud, économiste et auteur du livre Illusion financière, vient de publier une note très critique sur le projet de réforme bancaire. Selon lui, la réforme bancaire a été rédigée ni plus ni moins que sous la dictée des grands banquiers. Voyez l'interview par vous-même. Le gouvernement qui a tenté de faire illusion pendant un temps
avec la croissance française, alors en nous disant d'abord qu'elle serait de 1,3%, ensuite on est descendu à 0,8%, ensuite là on arrive maintenant, ils nous ont dit que ce serait entre 0,2 et 0,3%. Eh bien Bruxelles, lui, annonce que le taux de croissance de la France sera de 0,1% au maximum cette année. Conséquence, la France ne tiendra pas le déficit de 3% du PIB, il n'y aura pas de miracle, et il n'y aura pas de croissance ni cette année, et ni l'année prochaine. Conséquence, la France va continuer à s'endetter. Nous sommes donc sur le chemin de la Grèce. On continue avec une étude de la COFAS, le leader mondial de l'assurance crédit, sur les défaillances des entreprises en France, qui révèle une flambée des faillites chez les entreprises à taille intermédiaire. Alors les experts de la COFAS publient un rapport très inquiétant sur l'état de santé des entreprises françaises. Certes, les défaillances d'entreprises en enregistrent qu'une faible hausse en 2012, plus 1,1%, mais les dégâts financiers et humains qui leur sont associés ont considérablement augmenté. Les destructions d'emplois liées aux défaillances d'entreprises ont bondi de 8,5% l'an passé, 200 000 emplois ont disparu, un niveau très proche du pic enregistré en 2009. Les dettes fournisseurs qui ne sont plus remboursées en cas de faillite ont progressé de 11% en 2012, ce qui représente quasiment 0,22% du PIB, un niveau record. Un petit mot sur Bruno Boulefcade, puisque la Cour d'appel de Besançon vient de confirmer une première décision prise par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons. La juridiction byzantine a estimé qu'il ne résulte pas, je cite, des écrits ni des propos de l'ancien chef d'entreprise, que les termes utilisés aient dépassé les limites de la liberté d'expression, de sa pensée, protégée par les textes européens, constitutionnels et législatifs. Donc c'est une victoire pour Bruno Boulefcade, qui peut continuer son combat devant la banque, et il va même aller plus loin, car il va se déplacer au boulevard Haussmann à Paris, et ceci pour une durée illimitée. Donc je pense que les Parisiens vont se déplacer en masse pour aller le voir, et je pense qu'on va tous y aller, on va aller le soutenir. Un mot sur Areva, notre grande entreprise française productrice mondiale d'uranium, puisqu'elle a établi un record de production d'uranium en 2012, et devient ainsi le deuxième producteur mondial d'uranium derrière le kazakh Gazatomprom. Alors, le groupe français spécialisé dans le nucléaire a annoncé le 18 février que sa production d'uranium avait atteint un niveau record à 9760 tonnes. Il a précisé dans un communiqué avoir produit 3661 tonnes d'uranium sur le site minier Kasko au Kazakhstan, 3065 tonnes sur le site de Sommer au Niger et 512 000 tonnes d'uranium dans l'autre mine nigérienne du groupe, le site Cominac. On passe maintenant à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et on va parler de la presse française, puisque la Cour des comptes a émis un rapport à propos du soutien financier de l'État à la presse française. Alors le soutien financier, car tous les journaux sont dans le rouge. C'est là où on voit que l'indépendance présumée des journaux français est une vaste plaisanterie. Cette aide directe au titre de la presse, c'est pour une période allant de 2009 à 2011. Citons donc les journaux qui ont le plus bénéficié de cette aide. Alors nous avons Le Monde qui a touché 18 millions d'euros, Le Figaro 17 millions, Ouest France 15 millions. Alors vous avez toute la liste en lien, et vous avez même le rapport complet de la Cour des comptes. Je vous laisse voir ça. On termine cette vidéo en parlant de l'Afrique et de la conséquence de l'intervention française au Mali. Alors tout d'abord des chiffres. Le surcoût de la guerre au Mali, c'est 2,7 millions d'euros par jour en moyenne. Alors on me reproche souvent de faire des commentaires sur l'actualité, etc., de donner mon avis, mais il y a un moment donné, il faut vraiment remettre les points sur les i. Donc je vais quand même donner mon avis sur ce qui se passe là-bas. Parce que si on regarde les médias, par exemple France 2, voilà ce qu'on va nous raconter. On nous raconte qu'il y a une nouvelle zone rouge en Afrique. Regardez. On va détailler cette nouvelle zone rouge avec Franck Genozo sur ce plateau. Franck, bonjour. On commence par regarder avec précision dans quel pays les 15 Français qui ont été retenus ont été pris en otage. Alors 15 otages, dont 4 enlevés, rendez-vous compte, il y a près de 2 ans et demi. C'était à Arlit, au Niger. Un an plus tard, autre prise d'otage, autre pays, au Mali, 2 Français enlevés à Ombori. Toujours au Mali, ça c'était il y a 6 mois, un Français qui arrivait de Mauritanie et qui rentrait sur le territoire malien. Il a été enlevé près de Caille. Et puis plus proche de nous, au mois de décembre, à Rimi, au Nigeria, un ingénieur français enlevé. Et jusqu'à la dernière prise d'otage hier soir, c'est 7 ressortissants français enlevés dans l'extrême nord du Cameroun, non loin du Tchad et surtout de la frontière avec le Nigeria, où ils ont été sûrement
transférés. Et vous le voyez, la zone de danger s'est donc considérablement élargie. Il y a par exemple, entre cette dernière prise d'otage et la précédente, près de 1000 kilomètres. Effectivement, on le voit avec cette carte, cette zone d'influence des groupes islamistes est considérablement étendue. Du coup, tous ces territoires est en train de passer au rouge pour les ressortissants français. Absolument, et voici la dernière carte mise à jour par les autorités françaises des zones formellement déconseillées aux ressortissants français. Vous voyez, elle est très large, elle va de la Libye, le sud de l'Algérie et jusqu'au nord du Cameroun. Et pourtant, il y a beaucoup de Français qui continuent à travailler dans cette zone. Il y en a plus de 4000 au Mali, plus de 6000 au Cameroun, 1800 au Nigeria, 1600 au Niger. En tout, il y en a près de 20 000 qui continuent à habiter dans cette zone dite dangereuse. Ce sont essentiellement des expatriés. Ils y sont uniquement pour des raisons professionnelles. Merci à vous, Franck, pour ces précisions. On le sent bien. Voilà ce qu'on voit sur les chaînes françaises. Voilà comment on nous décrit la situation. Voilà comment on nous l'explique. Alors ça, c'est vraiment c'est la petite partie de l'iceberg qu'on voit, mais on ne parle jamais de tout ce qu'il y a en dessous. L'Afrique, ça fait une éternité qu'on leur vole leurs matières premières. Donc les multinationales françaises et occidentales en général s'installent là-bas, exploitent leur pétrole, leur or, leur uranium, toutes leurs matières premières. On corrompt leur gouvernement, on leur redonne un petit peu d'argent à ce gouvernement, mais par contre la grande majorité des Africains, eux, n'ont rien. Ils ne voient pas la couleur de l'argent. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. À ce moment-là, ils ont 3 solutions. 1, on baisse la tête et on encaisse. 2, on essaie d'émigrer, c'est ce qui se passe chez nous. Donc les Africains, ils essaient de venir en masse en France, en Angleterre, etc. 3, on se rebelle. C'est ce qui se passe aussi, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La grande majorité des gens, ce ne sont pas des extrémistes religieux, ce sont juste des gens qui en ont marre de se faire exploiter. Faut ouvrir les yeux à ce propos-là. Hein. Regardez par exemple le reportage qui s'appelle Carbonisé, c'est un exemple édifiant de ce qui se passe. Les multinationales s'installent dans le pays, non seulement ils exploitent les matières premières, ensuite ils rebalancent, ils exploitent le pétrole, ils rebalancent le gaz dans l'atmosphère et ils polluent les cours d'eau, ce qui donne des maladies aux habitants. Et en plus, les habitants ne voient absolument pas la couleur de l'argent. Et ils sont tenus à l'écart par l'armée du pays. Enfin, c'est quand même incroyable comme situation. On peut pas accepter un truc pareil. On les exploite, on les écrase, donc les gars ne peuvent que se rebeller au bout d'un moment. Donc c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas plus d'extrémistes religieux que chez nous en France d'extrémistes catholiques ou d'extrémistes de je ne sais quoi. Tout ça c'est du mensonge. C'est simplement une rébellion de la population africaine qui en a marre de crever la dalle. C'est tout. Voilà, il fallait remettre un petit peu les points sur les i parce que au bout d'un moment, écouter toutes ces salades à la télévision, ça devient difficile. Très très difficile. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vous remercier encore toutes et tous pour votre soutien, que ce soit pour m'envoyer des informations, j'en ai de plus en plus, alors j'ai beaucoup de mal à tout traiter, j'ai beaucoup de mal à répondre à tous mes emails, ça devient quasiment impossible. Je tiens aussi à souligner et à remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui me donnent encore. C'est vraiment très très gentil. Sachez que le 4/5e est en bonne voie, donc je vais pouvoir bientôt passer une journée entière à ne faire que ça. Organiser cette vidéo et faire en sorte de vous donner le plus d'informations possible. Alors merci pour votre soutien encore. Je vous dis à la semaine prochaine, restez informés et à très bientôt. Ciao à tous.